Et je dis bien au public, mesurez la chance d'avoir ces deux compères-là aussi aujourd'hui, Denis Genevoix et Antoine Deval. C'est à vous. Antoine, je te laisse prendre la main sur cette séquence. Allez Marcel, mets les gaz, direction au forum inspirant des pros du tourisme à l'île de la Réunion pour une immersion dans l'univers fantastique de l'intelligence artificielle. Allez, bonjour à tous. Donc, je suis Antoine Deval, je suis nouveau présentateur de C'est pas sorcier, le comeback, ça y est, on revient enfin avec mon acolyte Denis ici dans son camion en Belgique. Une fois, mon cher Denis. Coucou Denis, comment vas-tu? Écoute Antoine, ça va très bien. Je suis dans le camion, Marcel est aux commandes. On va prendre la route donc, de l'intelligence artificielle. Alors, sujet vaste, hein, mon cher Denis. On va essayer de parler d'intelligence artificielle. On va tenter de désacraliser, de vulgariser et de vous faire comprendre un petit peu mieux ce sujet. Sujet tendance par excellence. ChatGPT, ça vous parle? Qui a déjà utilisé ChatGPT? Bon, la moitié de la salle dit vrai, l'autre moitié ment. Très bien, ça c'est noté. Donc ChatGPT, effectivement, hein, qui défraie la chronique, l'intelligence artificielle, on en entend parler dans toutes les sauces, sur toutes les ondes, à la télé, à la radio, partout. Eh ben, il va falloir démêler un petit peu le vrai du faux au milieu de tout ça. Parce que certes, si on en parle beaucoup aujourd'hui de l'intelligence artificielle, même si effectivement certains, ça les fascine, d'autres, ça leur fait peur, ça existe depuis les années 50. Hein. Donc ça en fait plutôt une vieille grand-mère un peu croulante qu'une jeune fille toute pimpante, mon cher Denis, n'est-ce pas? Oui, tout à fait Antoine. On peut même faire un petit coup de rétroviseur, peut-être même avant 1950, parce que tu as raison pour 1950, là on parle bien d'informatique, mais les prémices de traitement artificiel de l'information, on les retrouve déjà dans un événement un peu malheureux. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale où un Anglais, un Britannique, un citoyen britannique qui s'appelle Alan Turing, peut-être que vous avez eu l'occasion de voir l'un ou l'autre film qui raconte un peu sa vie. Que lui doit-on, Alan Turing? Probablement un tournant majeur dans la Deuxième Guerre mondiale, puisque les Allemands étaient très efficaces dans leur communication cryptée. Ils avaient une machine qui s'appelait Enigma, qui leur permettait d'envoyer des messages que les Alliés n'arrivaient pas à décoder. Et Alan Turing a conçu une machine mécanique pour décrypter ces données, tout un ensemble de rouages, déjà de traitement de l'information pour arriver à décoder. Ils y sont parvenus avec son équipe et probablement que ça a contribué fortement à la victoire des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça c'est les prémices de l'intelligence artificielle déjà, puisque ce n'était pas naturel, c'était bien artificiel et mécanique. Et on doit aussi à Alan Turing un test qu'on appelle d'ailleurs le test de Turing, qui est un test de mise à l'épreuve des intelligences artificielles. Et en fait, très simplement, ce test considère qu'une intelligence artificielle mérite ce titre si elle est capable de bluffer des humains qui seraient en conversation avec elle et qui n'arriveraient pas à distinguer s'il s'agit d'une machine ou d'un autre humain. Voilà. Merci Denis, il va falloir que tu déplaces un peu le camion vers la droite parce qu'on ne te capte pas super bien. Mais du coup, je reprends la main sur ici parce que effectivement, l'intelligence artificielle, on le disait, ça va changer notre façon de vivre, notre façon d'interagir, notre façon de travailler même. Mais pour moi, il y a une double méprise sur le nom de l'intelligence artificielle. Ça date des années 56, c'est 3 cocos ou une douzaine de cocos mathématiciens qui ont décidé de l'appeler ainsi. Et en fait, la première méprise, c'est sur le nom l'intelligence. Ça veut dire que forcément, nous, êtres humains, on va avoir un biais de comparaison. Donc, est-ce que l'intelligence de la machine par rapport à l'intelligence de l'être humain? Et ça, c'est une vraie méprise parce que finalement, c'est quoi l'intelligence? Première question, ce monsieur, intelligent ou pas? Je vais demander un peu de café pour l'auditoire, si c'est possible. Merci. Ce monsieur-là, intelligent ou pas? Pas sûr, on n'est pas trop d'accord. On ne sait pas trop. Bon. Eh bien oui, en fait, ça vient nous questionner sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence réellement. Et ça, c'est une vraie question.
Parce qu'on sait qu'Howard Gardner, en 1983, il a défini et modélisé la notion d'intelligence multiple. On sait que nous, êtres humains, on a 8 intelligences multiples, auxquelles moi j'aime bien en rajouter une 9e, surtout qui sera intéressante face à l'intelligence artificielle, qui est l'intelligence émotionnelle. Et en fait, la notion d'intelligence artificielle, c'est la même chose. On ne peut pas parler d'une seule intelligence artificielle. On parle de plusieurs intelligences artificielles, en tout cas plusieurs outils d'intelligence artificielle. Et ça, on va y revenir. Et la deuxième chose fondamentale, mon cher Denis, sur cette notion d'intelligence artificielle, on est d'accord que ce qu'il y a derrière, ce qui nous permet de créer des intelligences artificielles, c'est une notion qui s'appelle les algorithmes. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'algorithme, mon cher Denis ? Alors, on va essayer de la faire simple pour les algorithmes. Un algorithme, c'est une succession de calculs et d'opérations destinées à obtenir un résultat souhaité. Les algorithmes, vous y êtes déjà confrontés si vous êtes utilisateur, et je pense que c'est le cas de la majorité d'entre vous, utilisateurs de Facebook ou d'Instagram. On parle souvent de l'algorithme de Facebook et d'Instagram. Ils ont tous les deux la même maison mère qui est Meta. Et au-delà du côté business qu'on va mettre de côté, l'algorithme de Facebook ou d'Instagram, c'est de vous faire du push, de vous pousser en vous observant, en observant ce que vous aimez, ce que vous commentez, ce que vous likez, ce que vous partagez. L'algorithme apprend, tire des conclusions et va vous pousser des contenus sur votre fil d'actualité censés correspondre à vos attentes, à vos affinités. Là, l'algorithme, sa fonctionnalité, c'est de vous faire du push d'un contenu adapté à votre comportement et vos envies. Donc, un algorithme, une formule mathématique, donc je réponds à un problème pour avoir un résultat. Et historiquement, mon cher Denis, ça donne quoi, cette histoire d'intelligence artificielle ? À quel moment on a connu ce vrai essor ? Alors, tu me repasses la main pour un volet historique que j'aime beaucoup, donc on ne va plus parler d'Alan Turing, on va faire un bond dans le temps. On va se rendre en 1997, 1997 comme on dit en Belgique, où IBM développe un ordinateur qui s'appelait Deep Blue, dont la finalité était de battre le champion du monde incontesté du jeu d'échecs, Garry Kasparov. Alors le jeu d'échecs, il faut savoir que c'est 10 exposants, 46 combinaisons possibles, et pour la première fois, un être humain, en plus un champion, était battu par une intelligence artificielle, donc Deep Blue, est venu à bout de Kasparov. Encore autre petit bond dans le temps, on avance encore d'une vingtaine d'années, et là on a les laboratoires de Google DeepMind qui développent une intelligence qui s'appelle AlphaGo. Alors AlphaGo, là, est confronté à Lee Sedol, qui est, si je m'abuse, coréen et champion du monde du jeu de Go. Le jeu de Go, donc jeu de stratégie très répandu en Asie. Et le jeu de Go, il faut savoir que c'est 10 exposants, 172 combinaisons possibles. Donc voilà, c'est beaucoup plus complexe. Et AlphaGo a battu Lee Sedol. Alors ça pose des questions évidemment, même en matière d'intelligence artificielle. Est-ce qu'une bonne information touristique est plus complexe qu'une partie de Go ? Poser la question, je pense que c'est y répondre. Je vous laisse juge. Alors, ce qui est intéressant aussi entre ces deux étapes, entre ces deux moments, c'est qu'il y a eu une progression. En fait, Deep Blue et AlphaGo ne fonctionnent pas de la même façon. Alors, ça va nous permettre d'introduire une notion importante dans l'intelligence artificielle, ou plutôt deux notions importantes, celle de machine learning et de deep learning. Alors, le machine learning, donc ça, c'était le principe sur lequel reposait Deep Blue, donc qui a battu aux échecs Kasparov. Et Deep Blue, en fait, c'est du machine learning, c'est-à-dire que c'est un système, vous voyez, capable de reproduire un comportement en apprenant à partir de données existantes. Mais vous voyez que ces données existantes, elles doivent être fournies à l'intelligence par des humains. L'intelligence va faire de la classification et elle va tirer des conclusions. Tout un processus d'algorithme. Le deep learning, ça c'était AlphaGo. Alors le deep learning va beaucoup plus loin puisque vous le voyez, on zappe un peu cette phase d'extraction de données. Ce sont des systèmes qui, un peu comme un cerveau humain, presque avec des systèmes neuronaux, va pouvoir lui-même extraire des données,
créer de nouveaux algorithmes. Donc, ce n'est pas des algorithmes existants, il est capable lui-même de les produire pour obtenir le résultat voulu. Et d'ailleurs, c'est pas l'exemple de AlphaGo n'était pas innocent, puisque comment AlphaGo a-t-il battu Licédol? Eh bien, figurez-vous que AlphaGo a créé une combinaison de coups, un nouveau coup qui était inconnu, qu'aucun humain n'avait encore tenté, mais qui était légal, qui était dans la logique et acceptable pour les règles du jeu de Go. Et AlphaGo a battu le champion Licédol. Allez, merci pour cette vulgarisation et ce regard. Je reprends un petit peu la main et je vais commencer par reprendre la main sur une stat assez intéressante. Ipsos, en 2022, a essayé d'analyser 28 pays pour leur demander leur niveau d'optimisme, leur niveau d'enthousiasme face à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant dans ce classement, c'est que la France, on arrive dernier. C'est bien, même les Belges font mieux que nous, mon cher Denis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français, ils ne sont pas super enthousiastes. Hein. Et on a vu que les Américains, ce n'est pas beaucoup mieux, alors qu'ils investissent beaucoup. Par contre, l'inverse, les deuxièmes gros investisseurs de l'intelligence artificielle, que sont la Chine, ils investissent beaucoup et la population est plutôt enthousiaste de cet outil-là. Alors pourquoi nous, on ne l'est pas vraiment? Pourtant, il y a des choses extrêmement fondamentales qui vont arriver et qui sont déjà là. Je donne l'exemple de la santé. Et je te passe la main, Denis. En santé, effectivement, on a aujourd'hui une intelligence artificielle développée par Google qui permet d'analyser et de prédire des cancers sur des radios et des IRM. Donc là, je vous parle de la santé, mais ce sera la même chose dans l'éducation, ce sera la même chose dans le droit et le juridique, ce sera la même chose dans la finance. Voilà, les avancées sont impressionnantes. Et pourquoi on en a peur? Est-ce que ce ne serait pas, mon cher Denis, venu peut-être de la littérature ou peut-être des films de science-fiction sensationnels qui nous ont fait un petit peu peur de ce que c'est l'intelligence artificielle? Alors, c'est vrai, Antoine, que la littérature et le cinéma de science-fiction a souvent pris l'intelligence artificielle comme sujet, et souvent dans une vision un petit peu dystopique, hein, une vision qui faisait peur. Alors, tu affiches le Terminator. Alors, le Terminator, moi, j'ai son bras ici. C'est très dangereux parce que si on extrait les puces, on va pouvoir faire de la rétro-ingénierie et produire une intelligence artificielle qui, peut-être, à l'image de Terminator, va nous détruire. Alors, je plaisante, on n'en est pas là du tout. En fait, ce qu'il faut distinguer aujourd'hui, c'est qu'on a en réalité trois grands types d'intelligence artificielle. Alors, on va avoir ce qu'on appelle l'intelligence artificielle étroite, c'est-à-dire celle que vous utilisez déjà, Antoine vous en parlera tout à l'heure, qui est relativement basique et qui tourne depuis quelques années. On est entré ici, évidemment, dans l'ère de l'intelligence artificielle générale, qui va beaucoup plus loin. On est passé, donc vous l'avez vu juste avant, du machine learning au deep learning, là, avec donc des capacités de prise d'initiative chez les machines. Et puis, il y aura à l'avenir, quand on ne le sait pas encore, mais ce qu'on va appeler là les super intelligences artificielles. Alors, Terminator, on est véritablement dans ce concept de super intelligence artificielle. Et la super intelligence artificielle, nous n'y sommes pas encore. La super intelligence artificielle, ça sera véritablement des intelligences autonomes, capables de prendre des décisions, probablement peut-être aussi d'avoir des émotions, de fonctionner comme un cerveau humain, notre cerveau étant constitué de milliards de neurones. On n'est pas encore aux milliards de neurones là aussi, même artificiels pour les systèmes informatiques. Et en fait, tout ça dépendra d'un concept et de l'évolution et de la démocratisation de ce qu'on appelle l'informatique quantique. Alors, l'informatique quantique, c'est un dérivé de la physique quantique. Vous savez qu'on a la physique classique, Newton, l'atome, les sciences exactes, qui aujourd'hui se fait progressivement compléter par tous les concepts de la physique quantique, où là, on avait des grands cerveaux comme Stephen Hawking, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Alors là, l'informatique quantique, en quoi est-elle différente de l'informatique classique? L'informatique classique, vous savez qu'elle fonctionne selon un principe binaire, c'est-à-dire que ce sont des 1 et des 0. C'est un statut ouvert ou fermé, comme je le fais ici avec cette lampe derrière moi. Donc on a deux états au niveau des éléments les plus petits constitutifs de l'informatique, les bits. On a des 1 ou des 0. L'informatique quantique,
Là, on arrive dans d'autres états où les plus petites unités constitutives de ces réseaux informatiques peuvent être à la fois des 1 et des 0. Aujourd'hui, ça coûte très cher le développement d'ordinateurs quantiques. Donc voilà, on a encore quelques années devant nous avant d'arriver à Terminator. Allez, je reprends la main. Ça veut dire que, est-ce que cette peur légitime, mon cher Denis, est-ce que cette notion du grand remplacement va vraiment avoir lieu? Est-ce que l'intelligence artificielle va voler nos métiers, nos professions? Alors, j'ai pas eu de chance ce matin, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, ça date d'il y a 2 jours, gros plan social en France d'une boîte qui s'appelle Onclusive à la Défense et qui va faire un plan social de 217 personnes licenciées sur 383, donc c'est quand même une bonne partie, donc qui est spécialisée dans la veille médiatique et qui vont les remplacer par l'intelligence artificielle. C'est un précédent en France, c'est la première fois que ça arrive et probablement qu'on va devoir y mettre un cadre juridique. Mais ce qui est intéressant là-dedans, pour ceux que ça rappelle des cours d'économie de l'époque, un certain Joseph Schumpeter, on parle de destruction créatrice. Et dans tous les éléments historiques qu'on a eu de technologie transformatrice, il y a toujours eu d'abord une destruction avant d'avoir une transformation. Et mon cher Denis, tu as quelques exemples dans l'histoire de ces métiers avant que je reprenne la main. Oui, effectivement, la disparition de métiers et l'apparition de nouveaux métiers, c'est un processus qui n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, qui existe depuis que le monde est monde, depuis l'évolution des civilisations. Je ne pense pas que vous ayez aujourd'hui dans vos connaissances des allumeurs de réverbères. C'est un métier qui existait au 19e ou 20e siècle. Puis l'électricité est arrivée. Par contre, aujourd'hui, on a toute une série de nouveaux métiers. Et je pense avec beaucoup d'admiration notamment à ces techniciens de pylônes qui sont formés pour monter à des hauteurs incroyables, pour entretenir les systèmes d'éclairage notamment. Vous ne connaissez plus non plus de betteraviers, et ces personnes qui suivaient les charrettes de légumes pour ramasser les légumes tombés et les revendre. On ne connaît plus non plus, heureusement, de bourreaux dans nos sociétés occidentales. Voilà, donc des métiers qui ont disparu, d'autres métiers qui sont arrivés. C'est exactement la même chose qui va se passer avec l'intelligence artificielle, soyons clairs. Exactement, Denis, merci. On parle même aujourd'hui de prompt engineering, donc les ingénieurs qui vont définir les prompts, les requêtes aux intelligences artificielles. Alors, c'est le World Economic Forum qui le dit, c'est pas moi. Il va y avoir, d'ici 2025, tenez-vous bien, 75 millions d'emplois qui vont être détruits à cause de l'intelligence artificielle. Paradoxalement, dans le même temps, il va y avoir une création de 133 millions de professions et de métiers liés à l'émergence de l'intelligence artificielle. Ça, c'est le World Economic Forum. Si je prends McKinsey, c'est pire. Ils rajoutent l'automatisation. On passe à 400 millions de métiers qui vont être détruits et 555 millions qui vont être créés. Donc, vous voyez, cette notion de destruction créatrice, elle est clairement là. Et donc, l'enjeu, il n'est pas forcément sur la notion de l'usage de l'outil, il est sur la notion de transition et de se préparer à cette transition, donc sur un enjeu de formation pour préparer cette transformation globale qui arrive. Je vous donne un petit exemple parce qu'on aime bien se comparer à chaque fois avec l'intelligence artificielle. Vous savez, dans les années 90-2000, c'est là où l'intelligence artificielle a accéléré. Pour une raison toute simple, c'est l'arrivée d'un truc que vous connaissez à peu près tous, qui s'appelle Internet. Au début d'Internet, il y a une base de données d'images fantastiques, hyper bien détaillées, que sont les chats. Il y a plein de chats. Il y a plein de chats partout sur Internet avec une base de données qui est extrêmement détaillée. Donc, on va créer un truc hyper intelligent qui est le premier reconnaisseur de chats basé sur l'IA. Et donc, pour ça, il faut 100 000 images de chats pour que l'IA puisse reconnaître un chat à 98%. Super intelligent, on est d'accord? Tous d'accord là-dessus? Bon. Mon petit-neveu qui a 2 ans, il y a un consensus des psychologues, combien d'images il lui faut pour reconnaître un chat? Votre avis? 2. 2 images pour reconnaître un chat, et lui à 100%. Parce que la différence des 2%, c'est qu'il n'y a pas de chat dans la pénombre sur Internet, alors que lui, dans la pénombre, il va reconnaître un chat. Donc ça veut dire qu'on a mis, si je prends l'exemple d'AlphaGo tout à l'heure, AlphaGo, c'est l'équivalent de 2000 ordinateurs. Donc c'est l'équivalent de 20 000 watts d'énergie utilisée juste pour jouer au jeu de Go. Mon petit filleul de 2 ans, il a ça, lui. Vous savez, c'est quoi l'énergie de ça? C'est plus ou moins 20 watts, entre 12 et 20. A priori, on n'est plus bas que 20 aujourd'hui, là, dans la salle. Entre 12 et 20, c'est ça. Donc, l'équivalent d'une ampoule électrique, soyons honnêtes. Donc, ça veut dire que notre cerveau est incomparable avec l'intelligence artificielle. Donc, cette notion de comparaison, il va falloir se calmer effectivement là-dessus et essayer de considérer les choses telles qu'elles sont réellement. Parce que finalement,
Oui, mon cher Denis, mais j'enchaîne sur ce slide. Finalement, c'est quoi l'intelligence artificielle? Je continue alors. C'est un outil. C'est un outil, effectivement, il faut le considérer comme un outil. Si je prends l'exemple d'un marteau, le marteau n'a jamais effacé le métier de charpentier, on est d'accord? Et je pense qu'il n'y a aucun ici dans la salle qui s'amuse à planter des clous avec sa main. Bien sûr qu'on va utiliser le marteau, heureusement d'ailleurs qu'on va utiliser le marteau, et ça nous permet de mieux planter des clous. Par contre, le marteau me sert à planter des clous, pas des boulons. Donc l'intelligence artificielle, si je reste sur ce nom-là, c'est la boîte à outils dans laquelle il va y avoir différentes intelligences artificielles que je vais utiliser une par une en fonction des problématiques et des résultats que je veux atteindre. Donc c'est un outil, ça dépend de l'usage que je vais en avoir. Par contre, cet outil, il est extrêmement pertinent aujourd'hui. Ça vous donne quasiment des super pouvoirs. J'ai Capgemini qui a fait une stat il n'y a pas longtemps, 83% des entreprises qui utilisent les outils d'intelligence artificielle ont drastiquement accéléré leur niveau d'innovation. Ça vous permet des choses phénoménales qui sont juste incroyables, avec aussi, malheureusement, quelques dérives. Ça vous parle, cette image-là? Vous l'avez déjà vu ou pas? Qui l'a vu sur les réseaux sociaux? Ouais, pas tant que ça, hein. Ça a été hyper viral. Et donc, c'est venu un petit peu défrayer la chronique sur les émeutes et les dérives des émeutes, notamment de la force policière. Ça, c'est Midjourney. C'est donc une intelligence artificielle qui a créé cette image, qui était totalement fausse et qui a été virale sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que la notion de deepfake, il va falloir y faire attention. On va devoir vivre avec. Là, c'est une image, mais ça marche pour l'audio et ça marche aussi pour la vidéo. Si vous avez des vidéos sur YouTube, je suis capable de prendre votre visage, je suis capable d'avoir votre intonation de voix et vous faire dire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, les deux moyens de se protéger de ça, pour les hommes, c'est la barbe. Mon cher Denis, c'est bon, on est bon. Et les lunettes, ça marche bien. Si vous n'avez aucun des deux, vous faites partie des plus faciles à deepfaker, si je peux me permettre l'expression. Et du coup, un autre point important, c'est que l'intelligence artificielle, ce sont des statistiques. Elle va se baser sur des statistiques, notamment ChatGPT, qu'elle va trouver sur Internet. Alors, je vous annonce un truc phénoménal aujourd'hui. Tout ce qu'il y a sur Internet n'est pas vrai. On est d'accord là-dessus, hein? Oui, à peu près, non? Donc, tout ce qu'il y a sur Internet n'est pas vrai. Parce que l'intelligence artificielle, elle ne fait que des statistiques. Elle ne fait que des corrélations de statistiques. Et ça donne quoi, ça, ces dérives-là, mon cher Denis? Eh bien, écoute, tu as mis une photo de Nicolas Cage, puisque selon une intelligence artificielle, Nicolas Cage serait un facteur aggravant des phénomènes de noyade dans le monde. En fait, simplement, effectivement, quand une intelligence artificielle fait de l'analyse statistique, j'ai envie de dire peut-être bête et méchante et non guidée, elle peut en tirer des conclusions totalement absurdes, puisqu'en fait, effectivement, elle avait mis en corrélation le nombre de films diffusés avec Nicolas Cage, donc le nombre d'apparitions de Nicolas Cage sur les écrans de télévision, avec une augmentation de la proportion de noyades dans le monde. Alors, est-ce que Nicolas Cage est responsable des noyades dans le monde? La réponse, évidemment, est non. Et on voit donc que parfois, avec quel taux d'erreur, quelle déduction parfois fallacieuse, fausse peut faire une intelligence artificielle. Il a quand même fait quelques flops, le garçon, mais c'est un autre sujet. On va enchaîner avec un autre sujet, c'est qu'on parle beaucoup, notamment à travers ChatGPT, mon cher Denis, d'IA générative. On est d'accord que l'IA générative, ça n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'usage. L'usage est nouveau et on en a pour tous les goûts. 1,6 milliard d'utilisateurs par mois sur ChatGPT et le champ des possibles, mon cher Denis, est vaste. Oui, ben donc quand on parle d'IA générative, tu l'as dit, c'est une IA qui est capable de générer quelque chose. Donc ça peut être du texte, ça peut être de l'image, ça peut être du son. Alors ça peut être de la vidéo. Alors tu parlais de la presse de ce matin. Ce matin, j'ai lu la presse belge dans laquelle on parlait d'un problème en Espagne où des adolescentes se sont retrouvées victimes de deepfake, donc c'est-à-dire de détournement de leur image. Et ces adolescentes se retrouvaient dans des scènes pornographiques dans lesquelles elles n'avaient jamais joué, évidemment. Et donc, voilà, on essaie de trouver les responsables de ces deepfakes. Voilà, la nouvelle est du jour. On ne connaît pas encore les suites, mais ça montre bien parfois des dérives qu'il peut y avoir. Tous ces deepfakes que tu as montrés aussi. Moi, je me rappelle aussi de la photo du pape en doudoune sur un skateboard.
On a des systèmes qui sont capables, par exemple, pendant une vidéoconférence, comme c'est le cas ici, de prendre des notes à la volée et dans la foulée de générer un PowerPoint avec les bullet points principaux de ce qui s'est dit au cours de la visioconférence. On a aussi, si vous voulez vous amuser, je vous invite à le faire, pas maintenant, mais après la conférence, à aller sur YouTube et à taper Johnny Hallyday IA. Et vous verrez qu'il y a toute une bande de petits marrants qui se sont amusés à faire interpréter par Johnny Hallyday des génériques de dessins animés manga, Goldorak, Les Chevaliers du Zodiaque, etc. Alors évidemment, à l'écoute, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait Johnny Hallyday, mais c'est à 98% bluffant. Et donc, ça n'empêche pas l'esprit critique. On le voit avec les données, ce qui s'est passé avec Nicolas Cage. Ça n'empêche pas l'intervention humaine, de rationalisation, la prise de recul nécessaire quand on est soumis à de l'information et tout ce qui va être fait, qui circule déjà, mais aussi toutes les possibilités là d'aide à produire un texte, d'aide à produire des billets pour des médias sociaux, etc., etc. Donc on n'arrêtera pas la marche de l'histoire, sachant qu'on est déjà finalement à utiliser probablement de manière inconsciente tout un tas d'intelligence artificielle. Tu veux rajouter quelque chose, Denis ? Oui, par rapport à ça, Antoine, justement, tu parles que c'est en marche. Et moi, j'ai un peu peur, on n'en a pas parlé ensemble, Antoine, dans la préparation de cette conférence, mais il y a cette notion, moi, qui m'inquiète de codakisation d'autruche qui met la tête dans le sable. Et on voit, dans le premier tableau que tu avais montré, que l'Occident, la France, la Belgique, l'Allemagne, on est dans les plus réticents. Et j'ai peur d'un retard qu'on pourrait prendre aussi, parce que pendant ce temps-là, les Chinois, les Brésiliens, les Indiens se bougent énormément. Voilà. Tu as bien raison, mais pour le moment, on est encore un peu en avance sur l'informatique quantique, tu en parlais tout à l'heure. Mais je reviens sur les usages probablement inconscients qu'on a aujourd'hui. On l'utilise déjà dans quasiment tout. Hein. Aujourd'hui, comment vous feriez sans GPS, sans Waze et sans Google Maps? C'est une intelligence artificielle. Aujourd'hui, comment ferait-on sans les réseaux sociaux? Qui décide du fil d'actualité que j'ai? Qui décide des publicités que je vais avoir? Qui décide du filtre que je vais mettre sur mes photos Instagram? C'est une IA. Derrière, je vais avoir les assistants vocaux, les Alexis, les Siri, qui sont des IA génératives à l'origine d'ailleurs, hein, donc rien de nouveau par rapport à ChatGPT. Et je vais avoir mes mails, des filtres anti-spam, sur Gmail notamment, une intelligence artificielle, les moteurs de recherche, qu'est-ce qui va définir la pertinence des résultats? Des intelligences artificielles. Donc elles sont déjà partout. On vit déjà avec depuis belle lurette. Et je donne un dernier exemple, parce qu'on a toutes les plateformes de streaming qu'on utilise au quotidien. Une IA vous permet de faire de la recommandation. Et ce que j'aime bien chez Netflix, c'est qu'elle fait même la préparation, le codage de vignettes. Donc si vous aimez les films à l'eau de rose, je vais vous faire le petit couple en bas au milieu. Si vous aimez les films d'horreur, je vais vous mettre du sang. Si c'est des jeunes adolescents, je vais vous mettre la photo d'adolescent. Et tout ça, c'est une IA qui prépare la vignette pour être sûr que ça va vous intéresser d'aller cliquer sur ce type de série. Donc tout ça, c'est l'IA. On vit déjà à l'intérieur, on vit déjà avec. Et alors, pour vous, acteurs du tourisme, ça donne quoi cette IA? Qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qui se passe? Je donne 3 exemples, mais Denis sera meilleur que moi sur cette partie-là. Booking vient de défrayer la chronique en sortant une IA générative pour être un planificateur global de vos voyages. Vous allez mettre vos dates, vous allez mettre votre budget, et il va vous préparer le voyage de A à Z, avec les activités et les hôtels. Qui va définir que c'est les bons hôtels et les bonnes activités? Ça, c'est un autre débat, on va revenir sur l'esprit critique. Marriott et Disney ont un revenu management. Ça veut dire que les prix par IA vont s'adapter automatiquement à la saison, à la température, à tout un tas d'éléments qui vont être rentrés dans cette IA-là. Et il y a une plateforme américaine qui est très connue qui s'appelle Yelp, qui utilise de l'IA pour aller analyser vos avis et vos commentaires, et qui arrive même à déceler la notion de sentiment. Je sais que la notion de sentiment, ça tient à cœur, mon cher Denis, et aussi les problématiques prédictives que vont nous permettre aussi l'IA. Je te laisse prendre la parole là-dessus. Oui, alors voilà, les champs d'application, évidemment, dans le tourisme, on voit que ça commence déjà à émerger. Alors, qu'est-ce que ça va permettre à l'avenir? Je pourrais vous donner une liste exhaustive, on va se concentrer ici vu le timing qui nous est imparti, mais pour les destinations, par exemple, pour les territoires, La Réunion est un territoire, pour les offices de tourisme, ça va permettre notamment aux conseillers en séjour de passer de la transmission d'informations à une logique de conseil encore plus avisée que ce qu'ils font déjà, puisqu'ils vont pouvoir aussi eux-mêmes questionner l'intelligence artificielle pour hiérarchiser l'information à transmettre aux touristes. Ça va permettre
permettre aussi une connaissance plus fine du territoire, une connaissance plus prédictive, des solutions pour le surtourisme. On parle beaucoup de surtourisme, on parle de tourisme durable. L'intelligence artificielle est déjà très forte pour trouver des solutions en matière de durabilité. Il y a d'autres champs d'application, autres que le tourisme, où on a obtenu des économies d'énergie, des meilleurs résultats en matière d'isolation. On est aussi dans une période de changement climatique avec un impact fort sur le tourisme aussi. Et là, l'IA va permettre d'analyser avec plus de discernement et d'anticiper des scénarios de solutions dans ce contexte-là. Ce qu'on peut imaginer aussi, ça va être une meilleure gestion des flux sur des événements, sur des territoires. Vous savez qu'on est tous, suivis aujourd'hui avec notre smartphone. On est en permanence tracé, et donc des groupes comme Bouygues Télécom, comme SFR, comme Proximus en Belgique, sont capables, sur un événement, de monitorer les différents flux. Si on ajoute à ça l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire une nouvelle édition de cet événement qui va tenir compte des observations, et donc, par exemple, réaffecter sur d'autres lieux des points de restauration ou des points de boisson qui étaient engorgés, mieux gérer la fin de l'événement pour les flux de circulation de voitures. Et enfin, Antoine me tendait la perche effectivement sur les sentiments. Moi, quelque chose que j'attends beaucoup et qui commence déjà, notamment dans certains hôtels à Las Vegas, c'est l'intégration du feel data. Alors, le feel data, feel en anglais, hein, sentir, ressentir, les sentiments, les feelings. Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. Donc, le feel data, c'est une analyse par de l'IA des traces numériques que vous laissez sur vos médias sociaux, s'il fait une recherche Google sur votre nom, sur vos comptes Instagram, etc. Et le feel data va personnaliser le produit selon votre sensibilité, selon ce que l'intelligence artificielle aura pu obtenir comme information sur vous. Et donc, on a déjà, et on peut l'imaginer dans le futur, des hôtels où, quand nous rentrerons dans la chambre, il y aura des écrans digitaux sur lesquels peut-être il y aura affiché une de nos photos préférées Instagram, ou une ambiance sonore, musicale, qui correspond à nos goûts, à nos sensations, à nos envies. Allez, merci mon cher Denis, toujours aussi aware sur la vulgarisation. Et on va essayer de conclure un petit peu ce propos d'aujourd'hui pour une raison toute simple, c'est que l'intelligence artificielle, vous l'avez compris à nos propos, il faut arrêter peut-être de l'appeler l'intelligence, et plutôt les intelligences, de la considérer comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire un outil. Par contre, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'outil est à la fois la cause et la solution. C'est-à-dire, quand j'avais une voiture, il fallait d'abord que j'apprenne à conduire avant de la conduire réellement. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est l'outil de transformation par excellence, mais c'est aussi et surtout l'outil d'éducation par excellence. On est dans une révolution de la connaissance grâce à ces outils-là. C'est pour ça qu'il faut s'y intéresser, la comprendre et voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Si je termine juste, imaginez que demain, vous êtes dans une voiture autonome, vous vous descendez là dans un petit chemin de canne et qu'il y a un gros tracteur qui arrive en face. Vous faites quoi? Vous laissez confiance à la voiture autonome? Personnellement, je reprends le volant, quand même, au cas où. On est d'accord? Parce qu'à l'instar de ce marteau, c'est vous qui tenez le manche. C'est vous qui décidez de l'usage que vous allez en avoir. Et c'est ça, la chose à comprendre et le côté fondamental qu'on voulait faire passer avec Denis sur cette intervention-là. Mon cher Denis, le mot de la fin, parce qu'on l'a bien compris, je réouvre un petit peu les choses parce que l'univers est encore vaste et plein de surprises sont à venir. Oui, vers l'infini et au-delà. Alors, personnellement, c'est vrai que moi, je préfère parler d'assistant artificiel plutôt que d'intelligence artificielle. C'est assez logique par rapport à tout ce que nous avons dit, toi et moi. Donc, c'est plutôt un compagnon d'aide à la prise de décision avec un autre regard, et c'est à ça que je crois. C'est la combinaison de la logique robotique, de l'efficacité informatique et de l'intelligence émotionnelle humaine dont nous sommes encore aujourd'hui les seuls dépositaires. Donc, bref, c'est un outil, il ne faut pas concevoir en compétition avec l'intelligence artificielle, mais y voir vraiment une opportunité de travailler plus vite, d'être plus efficace, de traiter plus de données, avec plus de facilité. Donc, ça nous permet de prendre des décisions plus avisées, mais pas à notre place. Exactement. Pas besoin d'être mathématicien pour comprendre et essayer de les user avec parcimonie. Alors, je crois qu'on arrive au bout du temps, mais on m'avait préconisé un temps de questions. Sophie, questions, pas de questions? Alors, déjà, merci beaucoup Denis et Antoine pour cette excellente présentation. Je pense qu'on peut
les applaudir tous les deux. On peut prendre une question? Ouais, Christian. Je profite de ma position frontale pour prendre la parole, parce que l'IA, c'est une question qui concerne beaucoup les entreprises aujourd'hui, notamment sur la partie confidentialité, beaucoup de peur autour de ça. Il y a une schizophrénie assez hallucinante. Et quand on est dirigeant aussi, on se pose la question, est-ce qu'on laisse nos collaborateurs utiliser l'outil de ChatGPT, par exemple, sur nos réseaux, etc. Et ma première question, c'est est-ce que c'est parce qu'on est occidentaux qu'on est schizophrène? Et puis, demain, en fait, est-ce qu'il ne faut pas acculturer tout ce monde de l'entrepreneuriat, de l'industrie, pour bien utiliser ces outils-là? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit soit non, il ne faut pas y aller, parce que sinon, vous allez vous faire hacker, pirater ou dupliquer. Ou alors, allez-y, vous allez voir, c'est formidable. Et donc, nous, quand on écoute ça, on se dit, mais en fait, la réalité, la vérité, elle est où? Et on ne sait pas. Merci pour cette question. Plusieurs questions en une, d'ailleurs. Je commence la parole, mon cher Denis, si tu me permets. Effectivement, déjà, la première étape, c'est d'acculturer. Là, demain, je vous dis ça, on arrête. Allez, plus de téléphone, plus personne ici, plus de téléphone. Vous allez faire quoi? Vous allez dire, il est fou, il est taré. C'est ce qu'on va se dire dans quelques années sur l'intelligence artificielle. Mais le but, c'est que aujourd'hui, on le considère comme une boîte noire en se disant qu'il faut être mathématicien pour comprendre. Non, il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour comprendre aujourd'hui comment fonctionne l'intelligence artificielle. Et si je fais le parallèle avec les réseaux sociaux, par exemple, la question fondamentale à se poser, c'est que c'est quoi mon objectif et en quoi j'ai réellement besoin de ces outils-là. Et là, je vais aller prendre le bon outil qui me permet d'atteindre le résultat que je vais me fixer en essayant de comprendre comment ça marche. Maintenant, et nous, ça nous arrive beaucoup chez Crealise, on nous pose la question, tiens, il faut que j'aille sur TikTok. Pourquoi tu vas aller sur TikTok? Parce que c'est tendance, il faut aller sur TikTok. Et en fait, la question de se poser pourquoi l'objectif et la stratégie redevient primordiale et on remet effectivement l'humain à l'intérieur de ça. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'outil va nous donner des éléments. On va, avec Siri, c'est déjà le cas. On va dire, Siri, cite-moi une pizzeria, je veux commander des pizzas. Il va nous citer la première pizzeria qui sort. Est-ce que c'est la meilleure? Donc l'esprit critique, c'est peut-être aussi ça qu'il va falloir acculturer dans les sociétés à venir et ne pas considérer l'information qui émanera des intelligences artificielles comme valeur d'évangile. Parce que je disais tout à l'heure, toutes les données sont biaisées. On en parlait tout à l'heure avec quelqu'un dans le public, on me disait oui, mais bon, on peut faire une intelligence artificielle vertueuse. Mais ce qui est vertueux pour moi, je mets déjà un biais. Toutes les données, toutes les bases de données ont déjà un biais. Donc ça veut dire à nous derrière de ne pas oublier d'avoir cet esprit critique. Tu rajoutes quelque chose, mon cher Denis, ou pas? Oui, je salue Christian et Asdine que j'ai vu à l'écran. Mais pour revenir à ce que Christian disait, est-ce que je dois laisser mes collaborateurs jouer quelque part avec l'intelligence artificielle? Je pense que oui, en partie, parce que c'est vrai qu'il faut s'acculturer, Antoine le disait. Et donc, je pense qu'on doit toutes et tous commencer à utiliser ces systèmes, peut-être une approche ludique, juste par curiosité, pour se familiariser progressivement avec. Et puis, comme tu l'as dit, comme c'est comme pour le smartphone, ça, c'était réservé à une certaine tranche d'âge, à une certaine catégorie socio-professionnelle au départ. Aujourd'hui, tout le monde en a un. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère en a un. Et ça s'est généralisé. Alors, on n'aurait jamais imaginé ça au tout début. Alors, par ailleurs aussi, autre point, c'est que je voulais ajouter que effectivement, ce n'est pas un truc de mathématicien ou de scientifique. Et au contraire, ça permet même à des gens, moi je suis plutôt un littéraire, plutôt historien, je me suis mis, grâce à l'intelligence artificielle, à la programmation. J'en touchais pas une en programmation, mais l'intelligence artificielle, quand j'ai un besoin de programmation, peut me générer des lignes de code qui correspondent aux besoins que j'ai exprimés. Ce qui est quand même extraordinaire. Donc voilà, ça m'a permis d'accéder à un monde qui m'était fermé jusqu'à présent. Et je rebondis juste une dernière fois là-dessus. On a vu Sciences Po interdire l'utilisation de ChatGPT. Ils font comme ils veulent. Mais c'est très con. L'outil, il est là. Je ne peux pas interdire quelqu'un qui a l'outil dans sa poche de ne pas l'utiliser. Pour les vieux de la vieille, pour ceux qui ont quelques cheveux blancs, si on m'interdisait d'aller sur Wikipédia, j'y allais quand même, on est d'accord. Donc on est dans le même délire là. On ne peut pas interdire les gens d'y aller. Par contre, on va devoir leur montrer à quoi ça sert, comment l'utiliser. Ça va me générer des textes, ça peut me générer des mails, ça peut me générer des invitations, ça va me générer des choses incroyables. Mais derrière,
Il faut que je repasse dessus et que je redonne la patte de l'entreprise, des valeurs, du message que je veux faire passer. Donc on reste celui qui tient le manche du marteau. N'oubliez pas ça. Merci Antoine. Merci beaucoup Denis. On te salue depuis la Réunion. Enfin, je ne sais pas si tu nous vois sur scène. Tout à fait, je vous vois, je vous entends. Donc Salut merci à tous et à tous. infiniment d'être venu sur place avec nous. On espère te recevoir en chair et en os le plus rapidement possible. Merci beaucoup. À très bientôt, Denis. Merci Antoine. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.